pour introduire un peu la synagogue et comment ça se passe ici avec nos jeunes. Donc, Baruch Hashem, on a fait un programme ici avec les jeunes qu'on a développé tout au long de l'année. Et donc ça couronne, en fait, c'est pour conclure un peu le cycle d'études qu'on a eu. Donc que ce soit le lundi ou le mercredi, on a 2 cours qui est centré avec les jeunes. Donc je vais juste dire un petit mot. Il y a marqué dans la Haftara qu'on va lire ce Shabbat que tu iras humblement avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour la faire courte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pense que toujours Akadosh Baruch Hu soit à nos côtés. Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu à nos côtés? C'est très compliqué, on peut débattre énormément de temps là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas si simple que ça. Marqué dans le prophète Jérémie, qui nous dit qu'on a beau même étudier la Torah et ne jamais connaître Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait? On a beau avoir tout faire, Shabbat, manger kasher, prier 3 fois par jour, et finalement ne jamais avoir Akadosh Baruch Hu à nos côtés, même étudier la Torah et ne jamais être aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Pour imager ce qu'il dit, on peut ramener une halakha qui est dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nous dit, alors que normalement le Shulchan Aruch est censé être juste un livre en quelque sorte d'halakha qui nous dit comment faire. Les sentiments n'ont pas vraiment leur place. Il nous dit que pour prier, il ne faut pas prier d'erkeva, c'est-à-dire il ne faut pas prier ça, il ne faut pas prier juste parce qu'on a l'obligation de prier. Il faut prier, il faut mettre son cœur dans la prière, il faut le prendre comme une supplication, s'adresser à Kadosh Baruch Hu avec le cœur. Le Mishnah Moura, l'auteur également de Jahraïm, nous dit là-dessus que d'après certains décisionnaires, on n'est pas quitte de la prière si on n'y a pas mis, si on l'a fait en tant que fardeau, si on l'a fait en tant que charge et qu'on l'a pas fait, qu'on n'y a pas mis notre cœur. C'est-à-dire on peut avoir prié pendant toute notre vie jusqu'à 80 ans, 3 fois par jour, et finalement ne jamais avoir prié selon la race, selon certains. Donc, comment avoir Kadosh Baruch Hu à nos côtés? Finalement, c'est en y mettant du cœur, en mettant nos sentiments. Finalement, la Torah et les sentiments, ça va ensemble. On ne peut pas juste dire que la Torah, c'est juste une manière de vivre, c'est comme le code de la route et on pratique la Torah et puis c'est tout. Non, la Torah elle demande qu'on mette notre cœur dedans. Maintenant, comment on se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? En étudiant régulièrement. C'est par le limoud, par l'étude de la Torah, écouter des cours de Torah qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a finalement créé ce programme pour inculquer ces valeurs-là à nos jeunes et ceux de la communauté, ceux qui viennent de l'extérieur, peu importe, et pour qu'ils se sentent, pour qu'ils trouvent le goût dans le judaïsme, dans leur pratique au quotidien. Et finalement, Baruch Hashem, on a connu une assez bonne réussite. Et à la fin d'année, donc je reçois de B'Aslacha, on a même 2 jeunes qui vont aller à la Yeshiva, Netanel et Dylan. Et puis donc voilà, et pour clôturer donc cette année, quoi de mieux que le conférencier le préféré des Français, donc Rabbi Chetrit, je lui laisse tout de suite la parole. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Bonsoir. Ah, il y a un seul poli. Non, je rigole. Non. Alors, le sujet, vous avez lu le sujet ou non? Bon, je ne vais pas chanter. Hein. Donc, en fait, tout démarre d'une Gemara dans Souka, Dafkaf et c'est un sujet de Gemara. Vous aurez sûrement l'occasion d'étudier avec le Rav. C'est Osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. C'est une Gemara, dans Brachot aussi, que si quelqu'un a commencé à faire une mitzvah, il y a une mitzvah qui se présente, il commence à faire la mitzvah, s'il commence à faire la mitzvah, il n'a pas le droit de faire une autre mitzvah. Osek ba mitzvah patur mina mitzvah. C'est-à-dire celui qui est occupé à la mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Maintenant, il y a des grandes marloktot là-bas, des discussions dans le Ritba, dans le Tosfot, dans Rashi. Quand on dit osek, ça veut dire osek et que ça veut dire patour, exempté. Est-ce que exempté comme une femme qui est exemptée de certaines mitzvot, ou comme un goy qui est exempté de toutes les mitzvot, ou comme un bar mitzvah, un enfant qui n'est pas bar mitzvah, avant qu'il soit bar mitzvah, alors il est patour. Ça veut dire quoi exempté? Maintenant, le Ran, lui, il ne se casse pas la tête. Il dit quand c'est marqué que quelqu'un qui occupe une mitzvah, il est exempté d'une autre, il dit patour, c'est assour. Il n'a pas le droit de faire la deuxième. Alors quelqu'un va dire, moi j'aime les mitzvot, je vais en faire 2, 3, 5 à la fois. Ouais, même Tosfot, tu demandes, il dit, si j'ai un talit et les tefilines sur la tête, il y a Ani, un pauvre qui tend la main, je vais lui dire, excuse-moi, osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Et je peux pas, ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne? Mais moi, je ne veux pas développer avec vous la sougia elle-même, le sujet lui-même de osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, mais sur le principe en soi, quand c'est marqué osek ba mitzvah, quelqu'un qui est occupé à une mitzvah. Alors là-bas, la Gemara, elle développe en 3 parties. Qu'est-ce que ça veut dire osek? Osek, ça veut dire occupé physiquement. Quelqu'un, il est en train d'écrire maintenant une mezouza, d'accord? Ou quelqu'un, il est en train, je sais pas moi, de préparer, de faire la hamida. Il est osek physiquement à ce moment-là. Après, la Gemara, elle dit, celui qui est olech ledvar mitzvah, quelqu'un qui va
pour aller faire une mitzvah. Par exemple, vous marchez pour aller à la synagogue, pour faire le Kriyat Shema qui est mitzvah min Torah, ça s'appelle déjà que vous êtes déjà au sec ma mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah, elle n'est pas seulement à l'instant T où tu es en train de la faire, elle est même dans le chemin qui t'amène à l'accomplir. Et avant ça, donc ça veut dire que occupé physiquement au moment où tu fais, occupé avant, c'est-à-dire quand tu es en train d'aller vers la mitzvah, ça fait déjà partie de l'occupation de la mitzvah. Et la pensée qui vient avant la mitzvah, pour pouvoir faire la mitzvah, ce qu'on appelle en français préoccupé, c'est ça préoccupé, il y a occupé, préoccupé. Préoccupé, c'est ce qui t'occupe avant que tu t'occupes. Donc tu as la pensée dans la mitzvah. Et en vérité, si vous réfléchissez bien, ce sont les 3 dimensions d'un acte. Quand quelqu'un fait un acte, il y a toujours 3 facettes. Il y a une facette qui s'appelle le geste, au moment où tu fais la chose. Tu fais un geste, sinon ça s'appelle une pensée, un souhait, une volonté ou une mytho. D'accord? Donc il doit y avoir un acte, d'accord? Après, il doit y avoir dans la pensée, il y a deux facettes. Une qui s'appelle la conscience, c'est-à-dire que tu es conscient de ce que tu es en train de faire, parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu fais, en quoi l'acte il est rattaché à toi. Et troisièmement, il doit y avoir une volonté de le faire, une motivation de le faire. Comme dans les lois du Shabbat. Dans les lois du Shabbat, pour transgresser Shabbat, il faut faire l'acte interdit du Shabbat, il faut avoir la conscience que la chose est interdite et que ce jour-là c'est Shabbat, et il faut aussi avoir la volonté de faire cet acte-là. Sinon, ça s'appelle Melacha Sheina Tzricha Legoufa. Donc, ça pourrait être patour le Shabbat, parce que la personne, elle n'avait pas cette volonté de faire ça. Maintenant, quand la Torah, elle a défini l'acte de Shabbat, vous savez que ce qui est interdit de faire Shabbat, c'est ce qui est obligatoire de faire toute la semaine. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire un juif, il doit faire un acte parfait pendant la semaine. Donc, il doit avoir un geste parfait, il doit avoir une conscience à 100%, et il doit avoir une volonté à 100%. À chaque fois que tu prends les 3 en même temps, ça s'appelle un geste parfait. Et ça, c'est ce que tu ne dois pas faire Shabbat. Par contre, c'est ce que tu dois faire la semaine. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quelqu'un qui est shomer Shabbat pendant la semaine ne peut pas être Mehalel Shabbat pendant Shabbat. Parce qu'il est déjà glandeur pendant toute la semaine. C'est-à-dire qu'un homme, il doit être efficace à 100% pendant toute la semaine. Parce que Shabbat, c'est interdit de transformer, de produire, de créer. C'est assourd. Mais la semaine, au contraire, c'est une mitzvah de développer, de créer, de travailler, de faire à 100%. Ça veut dire que tu dois être un champion du monde pendant la semaine et entre guillemets complètement nul pendant le Shabbat. C'est un espace temporel qui s'appelle le non-acte. Maintenant, quand on dit que quelqu'un il fait un acte complet, c'est-à-dire avec un geste, une conscience et une volonté, à chaque fois qu'il manque un des 3, ça ne s'appelle pas un acte. Parce que comment on dit un acte en hébreu? Ma'aseh. Un ma'aseh, c'est un acte. Maintenant, moi, j'ai fait un jeu de mots qui n'engage que moi, au pire, il est vrai. D'accord? Vous savez, il y a une phrase des Chachamim, on dit Gadol ha-me'aseh min-ha'oseh. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Par exemple, si toi, tu arrives à convaincre quelqu'un de faire Shabbat, tu as plus de mérite que celui qui va faire le Shabbat. Gadol ha-me'aseh, celui qui fait faire, a plus de mérite que celui qui fait. Maintenant, moi, je prends un jeu de mots. Ma'aseh, c'est un acte. Regardez, c'est un truc à boire. Ouais. Et me'aseh, c'est celui qui fait faire. C'est les mêmes lettres. Mem, ain, shin, he. Ça, c'est ma'aseh ou me'aseh. Maintenant, venez, on réfléchit. Il y a celui qui fait, donc, ouais, et il y a celui qui fait faire. Maintenant, ça, c'est quand il y a 2 personnes. Mais quand il y a une seule personne, qui c'est le me'aseh de ton ma'aseh à toi? Celui qui fait faire ton acte à toi, c'est qui? Il y a un niveau de réactivité qui est proche du coma, là. Je vais peut-être revoir le niveau de la conférence. Ouais. C'est soi-même, Kol HaKavod, bravo, oh, un être vivant. D'accord, vous avez compris ou non? Ça veut dire... Non, moi, il m'a dit, ils sont jeunes, tu peux y aller. Bon. Ah, du coca, ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux, parce qu'il faut un peu de sucre. Ne vous énervez pas. Donc, le me'aseh, c'est-à-dire que quand toi, tu fais un acte, en vérité, ton corps, c'est que de la viande organisée harmonieusement, selon le mazal, d'accord? Donc, c'est comme une prothèse. C'est la prothèse de ton cerveau. Ouais. Maintenant, quand toi, tu décides de faire quelque chose, ouais, c'est toi le me'aseh de ton ma'aseh. C'est toi qui fais faire ton acte. D'ailleurs, en français, on le dit. Par exemple, le matin, quand on se lève, on dit « je me lève ». C'est très intéressant au niveau analyse psychologique. Vous pouvez penser à ça aux toilettes. D'ailleurs, ça peut aider. Quand tu dis « je me lève », le « je », bah, c'est toi. Et le « me », c'est toi. Alors, combien vous êtes là-dedans?
Donc en fait, le jeu et le jeu, c'est celui qui veut se lever, et le me, celui qui veut pas se lever. Le me, le bœuf, le lourd, le Allah, ouais. Maintenant, quand tu es dans ton lit écrasé comme ça, et que le réveil il sonne, l'ennemi public numéro 1, et que tu veux pas te lever, mais d'un autre côté, tu sais que tu dois te lever. Alors le jeu, il va lever le me. Ça va? Donc quand tu dis je me prends en main, toi il fait beau, tu n'as pas envie de bosser tes examens, d'un autre côté tu as envie de réussir, parce que tu n'as pas envie de redoubler, donc il y a une espèce de combat à l'intérieur, il y a un conflit, d'accord? Et le jeu, celui qui veut réussir l'examen, il va se battre avec le glandeur qui ne veut pas travailler. Et le problème c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Je me sens pas bien, ah, ça devient compliqué. Le jeu qui veut pas se sentir bien, ouais, il va lutter contre celui qui veut se sentir bien pour réussir à ne pas se sentir bien. Par exemple, il y a des gens, ils sont pas bien. Tu dis, écoute, ça va aller. Non, je comprends pas, j'ai trop souffert, tu les connais pas mes parents, et j'ai envie de mourir, j'ai envie de crever. Alors, peut-être tu dis, c'est comme moi, des fois, je reçois des coups, par exemple. À un moment, je dis, mais attends, mais c'est moi qui est en train de me battre pour sauver ton couple, mais crève, toi et ta femme. Non, je veux dire, c'est une expression qui vient du cœur. D'accord. Non, je veux dire, je dis, mais je comprends pas, c'est toi qui, moi je devrais dire, ta femme elle est folle, ton mari il est cinglé, et toi tu devrais me dire, non, on va réussir. Non, chaque fois je te donne un argument, ouais, c'est pas évident, qui a dit, ça me prend la tête, pourquoi c'est à moi de faire des efforts? Mais je dis, mais pourquoi je me bats pour toi? Tu veux divorcer, va te rajouter dans la liste de tous les brels. Ouais, le chant de ralliement de frère Jacques, très connu. Non, toi, c'est toi qui dois te battre. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand tu vois des fois les efforts que les gens font pour entretenir leur dépression, tu vois que, au Hachem, ils réussissent. C'est vrai. C'est comme l'entêté. L'entêté, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a continué à téter après un âge adulte. Non. L'entêté, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. On appelle ça, en français, l'entêtement. C'est le mensonge que tu gardes en tête. Tu sais que c'est faux, tu sais que c'est idiot, tu sais que ça sert à rien, tu sais que ça fait pas avancer, mais quand même, tu dis c'est plus fort que moi, j'arrive pas, tu t'entêtes. Ça s'appelle l'entêtement. Ouais. D'abord, tu reconnais que tu mens, et après que ce mensonge, il te prend la tête. Ça s'appelle l'entêtement. Eh bien, c'est pareil. Si toi, tu n'es pas solidaire de ton bonheur, automatiquement, tu vas être solidaire de ta dépression. Si tu n'es pas solidaire de ton Yetzeratov, tu vas être solidaire de ton Yetzerara. Si tu ne veux pas te sortir la tête de tes soucis, eh ben, tu vas être dans la prise de tête. D'ailleurs, en français, on appelle ça prise de tête. C'est quoi la prise de tête? C'est quand tu dis ça me prend la tête, ça me prend la tête. C'est que ta tête, elle est prise. Normalement, il y a une seule chose qui peut te prendre la tête, c'est toi. Mais si tu as un truc extérieur à toi qui te prend la tête à toi, ça veut dire que ta tête à toi, elle est moins forte que ce qui te prend la tête. Ça s'appelle le syndrome du poisson rouge. Vous connaissez ou non? C'était développé par un professeur japonais qui a fait une expérience incroyable. Il a voulu montrer que le mental de l'homme, il peut agir sur la conscience de l'autre. Alors, il a fait une expérience, il a mis un poisson rouge à la télé, c'est passé. Hein. Il s'est mis en face du poisson rouge, comme ça il s'est concentré, le poisson il tournait, au bout d'un moment il a vu un gars en face de lui, il s'est arrêté, il s'est mis en face, ils étaient les yeux dans les yeux comme ça. Il s'est concentré, et au bout d'un quart d'heure, le professeur japonais, il s'est mis à faire comme ça. C'est-à-dire que la conscience du poisson, elle était plus grosse que la sienne. Vous rigolez, mais des fois, une fois, une maman, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Ramed Chetri, j'en peux plus, je vais crever, je vais souffrir, j'en peux plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ma fille me pousse au divorce. Je dis, ah bon? Mais quel âge elle a? Elle est en crise d'adolescence, elle est à moitié folle, elle est bipolaire. Elle me dit, non, elle va très bien, mais elle a un gros caractère, c'est le caractère de ma belle-mère. Et je dis, mais quel âge elle a? Elle me dit, elle a 4 ans et demi. Je dis, mais comment une fille de 4 ans et demi, elle peut vous pousser à l'autodestruction? Elle me dit, il faut voir comment elle me regarde de haut. Je dis, mais c'est pas possible, elle fait 60 cm. Vous vivez à 4 pattes ou quoi? Ouais. Elle dit, elle me regarde de haut avec un regard dur, elle baisse pas les yeux. Et au bout d'un moment, moi, je suis déstabilisé, je perds pied, je me mets à crier, je me mets à pleurer. En fait, c'est ça le jeu. La vie, c'est quoi? C'est une confusion de convictions. D'accord? C'est-à-dire, toi, tu es convaincu qu'il te doit l'argent, l'autre, il est convaincu qu'il peut éviter de te le payer. Toi, tu es convaincu que tu as travaillé, l'autre, il est convaincu que c'est pas assez ce que tu as fait. Toi, tu es convaincu que tu l'aimes assez, l'autre, elle pense que tu l'aimeras jamais assez. C'est un jeu de conviction. Comme vous êtes là, moi, je suis là. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Non, on est entre nous, hein, vous pouvez être naturel.
Dans la croyance, je l'ai expliqué déjà 732 852 fois, je m'excuse pour les redoublants, parce que là j'ai des piliers là, du cours du mardi. La Emouna, c'est pas de manger cachère et de faire Shabbat. Ça c'est évident, sinon il faut se convertir. D'accord? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Ben à chaque fois que je dis, ça me concerne ça me concerne pas, ça me saoule, ça me prend la tête, qui a dit, j'ai pas les nerfs, de toute façon c'est ton problème, c'est de ta faute, c'est toi que ça regarde, ça veut dire que c'est un manque de Emouna. Moi j'ai la Emouna que si vous êtes là, oui, c'est pour moi. Maintenant j'ai la Emouna que moi je peux vous être utile. Parce que le bon Dieu il a fait cette soirée-là. Lui il croit que c'est lui qui a organisé. En fait le bon Dieu il a fait cette soirée. Bon, il peut se prendre pour le bon Dieu, mais enfin attention, il y a un gars il y a 2000 ans qui a essayé, il a eu des problèmes, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que on est l'un en face de l'autre. C'est-à-dire qu'Hachem, il a préparé cette situation, et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va bien rigoler? Est-ce qu'on va réfléchir? Est-ce qu'on va se remettre en cause? Est-ce qu'on va évaluer? Est-ce qu'on va évaluer la marchandise? Est-ce qu'il y a de quoi se marier? D'accord, oui. Chacun, ce pourquoi il est venu, c'est avec ça qu'il va partir. Mais si quelqu'un il veut grandir, il va grandir. Et cette logique-là, vous avez compris maintenant, que quand on dit osek ba mitzvah, quelqu'un qui est occupé à une mitzvah, la Gemara, elle a donné la définition. Elle a dit c'est quoi occupé? C'est quoi osek? C'est que tu es à 100% dans ce que tu fais. C'est-à-dire dans le geste, tu es à 100%. Le geste précis, la parole précise. Quand vous dites quelque chose, dites-le. D'accord? Quand vous dites quelque chose, pensez-le. Quand vous dites quelque chose, réfléchissez-le avant. Quand vous dites quelque chose, ressentez-le au moment où vous le dites. Ça s'appelle parler. D'accord? Mais pas faire du bruit, où les gens disent « Oh ben ça me passait par la tête, oh ben je l'avais sur le cœur, il fallait que ça sorte. » Non, toi tu confonds rôter et parler, ça n'a rien à voir. Parler, c'est un acte. Un acte, c'est que je vais rechercher un concept, enfin une impulsion. Cette impulsion, j'en fais une pensée dans mon cerveau, un concept. Le concept, je vais l'habiller avec des mots, d'accord, dans mon vocabulaire. Après, je vais vocaliser avec précision. Je vais imprégner de conviction et je vais, avec volonté, exprimer quelque chose. Là, ça s'appelle parler. Mais faire du bruit avec la bouche, écoutez, je ne savais pas quoi vous dire, j'ai rien à vous dire, mais je le dis quand même. Ouais, ou l'ascenseur, discussion ascenseur. Bonjour, il pleut, écoutez, je sais pas, je suis dans l'ascenseur. Comment ça va en ce moment? En vérité, je m'en fous, mais bon, c'est juste pour tenir. Non, le Gaon du Vilna, il dit le nombre de mots qu'on doit dire dans sa vie, il est compté. Et chaque mot, il crée un monde, parce que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Maintenant, tu dis on délire. Tu sais comment ils disent les goïms. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? On a tué le temps. Mais tue ta mère. La mère, tu peux en adopter une autre, mais le temps, tu ne peux pas le récupérer. Tu n'as rien trouvé d'autre à faire que tuer le temps. Oh, on a tué le temps, on a tué le temps, on a tué le temps. Ils sont bizarres. Donc quand tu parles, précisément, quand tu agis, précisément, quand tu penses, précisément, il faut avoir une pensée très très claire. Je sais que ce n'est pas évident parce que les gens ils disent « Attends, ça saoule, on lit des journaux, il n'y a pas besoin de réfléchir, on lit des bouquins, il n'y a pas besoin de réfléchir, on prend des films, il n'y a pas besoin de réfléchir, parce qu'on voudrait éviter de réfléchir. Les études, on fait le minimum vital, mais c'est dommage, parce que moi, de vous à moi, je vous le dis, hein, quelqu'un de très 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 intelligent, vif, rapide, sincère, entier, équilibré et croyant, c'est pas évident la vie. Alors lourd, débile, flemmard, incongru, incohérent, et preneur de vitamines illégales, tu vois dans les yeux, tu vois des fois que le gars, tu lui demandes, tu fumes du shit, oui ou non? Réponds sans hésiter. On lui dit beu, beu, beu. Il n'y a pas de beu. Oui ou non? C'est incroyable. Blainara. Ça aurait pu être pire. Non, je savais. C'est moi qui ai fait la blague. Donc, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que... Ça va? Ça fait circuler le sang, c'est bien. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, vous avez compris maintenant, que quand la Torah, elle demande un acte, ouais,
quand les Chachamim, ils ont dit Rosek, ça veut dire qu'au moment où tu fais le geste, et que tu as une conscience à 100% de ce qui se passe autour, et du lien que tu as, parce que c'est quoi la conscience? La conscience, c'est le lien invisible qui existe entre la réalité et moi. C'est ça conscient. Parce qu'en fait, de vous à moi, hein, bon, je vous en rajoute un peu parce qu'on est en solde et que c'est la fin de l'année, mais qu'est-ce que c'est un homme? Les gens disent, un homme, c'est un corps. Non, ça c'est de la viande. Alors, je vous fais une petite démonstration, qu'il y en a pour beaucoup parmi vous qui ont entendu, mais on peut la réécouter. Ça, il y a des choses que moi j'ai dit quand j'avais 14 ans et j'en ai compris à 53 ans. Pourtant, c'est moi qui avais inventé le concept. Je donne l'image. C'est un cheminement. Il y a un gars, il a eu les 2 bras coupés dans un accident de moto. Alors, allez-nous, c'est nous. Ouais. Et il va à l'hôpital, on lui greffe 2 autres bras qu'on a prélevés sur un mort. Bon, un gars qui est mort de mort naturelle, un dérèglement gastrique, ce qu'on appelle une morbide, d'accord? Donc, on lui prélève les 2 bras à l'autre et on lui met à lui. Maintenant, lui, il se réveille, il a 2 autres bras. Alors, je vous pose la question, parce que vous avez l'esprit rapide. Est-ce que c'est la même personne avec 2 autres bras, ou maintenant qu'on lui a mis les bras de quelqu'un d'autre, c'est une autre personne? C'est la même personne. Quelle différence entre un stylo et un bras? C'est la continuité de ton corps. Ok. Donc, c'est la même personne avec 2 autres bras. Maintenant, imaginez que ce gars-là, Lor Aleinu, Lor Alechem, il a un cancer généralisé. Et que tout a été touché sauf le cerveau. Donc, on lui prélève son cerveau, ouais, et on le met dans un corps de quelqu'un qui a eu, comme ça, il s'est étouffé, enfin un truc pas grave. Mais il est mort. Mais manque de peau, ce gars-là, il est extrêmement raciste. Il était blanc et raciste, ouais, on l'a mis dans un corps de noir, un antillais. Il se réveille, d'accord? Il voit qu'il est noir. Déjà, il veut tuer le médecin, parce qu'il l'a mis dans un corps de noir. Déjà, il a la haine contre lui, déjà, ouais. Le médecin lui dit, mais estimez-vous heureux, vous êtes entier. D'accord? Mais. Et le gars, mais non. Alors on pose la question. C'est plus le même corps, mais c'est le même cerveau. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Ok. Maintenant imagine, même le cerveau, il est malade. Le gars, la métastase, elles sont arrivées jusqu'au cerveau. Même le cerveau, il est malade. Qu'est-ce qu'on fait? On lui installe ici un lecteur de carte SD. On lui prend toute sa mémoire depuis la naissance jusqu'au matin de l'opération. Tout, son numéro de téléphone, son adresse, l'école maternelle, l'image de ce qu'il a vécu, les souvenirs de vacances, le numéro de sa maîtresse, tout, d'accord? On prend tout et on le réinjecte dans une mémoire, dans un cerveau, enfin dans un corps, d'un cas qui est mort, toujours pareil, mort naturelle. On lui réinjecte. Et si vous avez dit que c'est un petit peu de la science-fiction, vous savez très bien que les futurs ordinateurs seront biologiques. Oui, non? Vous sortez un peu de la yeshiva, pas toujours la Gemara. Orthodoxe. D'accord. Donc quand vous prenez toute la mémoire de cette personne-là et vous la mettez dans un autre corps. Quand elle se réveille, elle a la même mémoire, mais pas le même corps et pas le même cerveau. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est toujours la même personne. Parce que qu'est-ce que t'es, toi? Eh ben, t'es un nom, des souvenirs, une mémoire. En fin de compte, t'es une mémoire. Ça va toujours? Maintenant, imagine cette personne-là, même la mémoire, elle est pourrie. Il a fait tellement de bêtises, tellement d'horreurs, tellement d'erreurs, que sa mémoire, elle est salie, elle est pourrie. Qu'est-ce que tu fais? Tu prélèves que la conscience. Un jour, on sera capable de faire ça. Et si vous allez dire, alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non. Parce que une fois, j'ai rencontré un... Kolakavod. Non, c'est bien. Il faut expliquer pour les autres qui ne comprennent pas. D'accord? Non, je vous explique. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais des blagues? Je vous explique. Les blagues, elles vous maintiennent le cerveau en éveil. Parce que quand vous avez peur de rater la prochaine, d'accord? Et moi, je profite de l'acuité intellectuelle neuronale que vous mettez pour ne pas rater la prochaine blague pour introduire le prochain hidouche. C'est limite de la démagogie. Ouais, sauf que comme c'est fait de bon cœur. D'accord. Mais maintenant, cette logique, c'est quoi? C'est que, en plus, la blague, elle me permet de savoir si vous suivez. Parce que si vous rigolez pas, moi, je fais un calva à mort. Si déjà les blagues, vous les comprenez pas... Alors... Mais quand vous rigolez, je sais que vous êtes avec moi, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts, ce qui est très choquant, mais... D'accord. Non, mais tout ce qu'il a vécu, ça s'inscrit dans sa mémoire. Oui, mais la personne, ce qu'il est au début, avant d'être malade, jusqu'à la carte SD, ouais. Tout ce qu'il a vécu a fait de lui... D'accord, mais ce qu'il a vécu, ça serait inscrit dans sa mémoire. Donc quand je préfère sa mémoire, il y a tout dedans. Oui, même que la mémoire, mais ses pensées,
Non, la mémoire, tout est dedans, tout est dedans. Tout, l'essence. Non, mais il faut savoir que le vécu, c'est analogique. D'accord? Et c'est traduit en numérique à l'intérieur de la personne. Donc en fait, ton cerveau, il prend tout. Il ne faut pas prendre les 0,001% de la partie du cerveau qu'on utilise de manière consciente. Il faut prendre tout le cerveau. Le cerveau prend tout. Tout ce que tu vis, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout le goût de la fraise que tu as mangée quand tu avais 2 ans et demi. Il est inscrit dans ton cerveau. Tout. Tes réactions, tes peurs, ta façon de t'équilibrer, la masse de globules blancs, tout est dans le cerveau. Donc on va dire, moi je prends la mémoire globale, même la mémoire de ton sang, même la mémoire de tes os. Tout est dedans. D'accord? Voilà. Non, mais quand je vous choisis un exemple, il est bien choisi. N'ayez pas peur. Maintenant, si on dit comme ça, bon, alors on a pris toute la mémoire de cette personne-là et on l'a mis. Maintenant, la mémoire est pourrie. On lui a effacé. On prend la conscience. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce Pessah, j'étais dans un séjour et il y a un médecin qui est venu me voir. Il m'a dit, Rav, je voulais juste vous dire que moi, je suis médecin neurologue et qu'il y a un professeur en neuro, je sais pas quoi, qui a réussi à photographier la conscience. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le cerveau, en faisant un scanner du cerveau, je sais pas quoi, ils ont réussi à capter l'impulsion de réactivité du cerveau au moment où la personne elle est consciente. C'est-à-dire que la conscience, maintenant, elle est reconnue physiologiquement. C'est pas seulement philosophiquement que genre on a une conscience, psychologiquement, parce que tu es conscient, quand même là vous êtes conscient, non? Et bien aussi physiologiquement. Maintenant, venez, on réfléchit. Si on pouvait prélever la conscience de la personne et qu'on la met dans un autre corps, le gars il se réveille, il n'a pas le même corps, il n'a pas le même cerveau, il n'a pas la même mémoire, il n'a aucune mémoire, comme un amnésique, mais il a la même conscience. Est-ce que ce serait la même personne ou non? C'est-à-dire que la conscience, c'est quoi? C'est le pont comment ça s'appelle, virtuel qu'on crée entre soi et la réalité. Comme vous êtes conscient et moi je suis conscient. Une fois, je me suis bagarré pendant 1h30 avec un grand ami Chacham. Et moi, je lui ai dit, la seule chose qui reste au Olam Haba, c'est la conscience. Le corps, il reste ici, sauf dans des cas exceptionnels qui est monté avec le corps. La Neshama, de toute façon, elle est divine, donc elle vous en faites pas, elle va aller au monde futur. La seule chose qui a des chances d'aller au monde futur en dehors de la Neshama, c'est la conscience. Donc ça veut dire que la conscience, c'est la seule chose qui est propre à l'homme. D'accord? Encore une fois, la conscience, c'est l'arc électrique qui s'établit entre moi et la réalité. Maintenant, attention, là ça devient un petit peu violent. Tout ce dont je ne suis pas conscient n'existe pas. Moshe Shapira, Zichron Livracha, malheureusement, on est obligé de dire Zichron Livracha. J'étais tellement content de citer un Chacham vivant jusqu'à maintenant que ça fait de la peine. Il dit que Kol ma shenichnas tachat eno shel adam ze amakom shelo. Tout ce qui rentre dans l'œil d'un homme, c'est son makom, c'est son espace. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce dont tu n'es pas conscient ne rentre pas dans ton espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas que genre t'es pas conscient qu'en Patagonie maintenant il y a un diamant sous la terre, ou t'es pas conscient que dans 10 ans le diamant il va baisser de 5 euros. Non. Ce qui est grave, c'est quand t'es pas conscient de ce qui t'entoure. L'autre, il n'est pas conscient que son enfant, il est en train de changer. L'autre, il n'est pas conscient que sa femme est en dépression. L'autre, il n'est pas conscient que son adultère, il va se faire attraper. Il n'est pas conscient. Il dit non, je suis malin, je suis malin, je suis malin. Mais ta femme, elle a pris un détective. D'accord? Ou tu oublies d'enlever les textos. Comme un brel, tu crois qu'elle dit elle comprend rien, elle est nia. Eh bien, elle s'est formée. Elle a même réussi à pirater la localisation de ton portable. Et c'est où tu es, elle a même prélevé l'ADN de la copine. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconscience, c'est pas seulement de dormir. L'inconscient, c'est aussi de vivre une réalité sans être lié à cette réalité. Comme des gens, la veille du bac, par exemple, qui se disent « Allez, je me mets au travail ». Ou des gens, une semaine avant le divorce, ils disent « Rav, comment je peux faire pour sauver mon couple ?» Et moi, je leur dis « Répète après moi, It gadal, It kadash, Shemera ». C'est bizarre. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans un espèce de coma. Ils dorment. Et un jour, ils se réveillent comme ça. Ah, mais c'est pas possible. Ah, on m'a roulé. Ah, je me suis fait avoir. Ah, comment ça se fait? Ah, mais tiens, allez chérie, viens, on se donne une chance. Ah, tiens, mon fils, viens, il faut qu'on parle. Une fois, j'ai fait un cours sur relations parents-enfants. Il y a un monsieur qui m'a dit, écoutez, Rav, je comprends pas, j'ai écouté votre cours, j'étais vraiment bouleversé, j'ai été voir mon fils, je lui ai dit, écoute, mon fils, il faut qu'on parle. J'ai écouté un cours incroyable, il faut qu'on parle. Et mon fils, il m'a répondu une réponse incroyable. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, écoute, papa, j'ai mis 19 ans à m'habituer à ton absence, et maintenant que tu veux que je m'impose ta présence.
Alors le père, il m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai envie de mourir. C'est normal. Alors c'est quoi l'idée? L'idée que vous avez compris maintenant, c'est que la conscience, c'est le lien qu'on entretient avec la réalité. D'accord? Maintenant, attention, ça devient intéressant. La conscience, si tout l'homme, ça n'est qu'une conscience, donc c'est comme un diamant, et les différentes facettes du diamant, ce sont les facettes de ta conscience. Par exemple, quand tu vas travailler, toi tu crois que tu vas travailler pour gagner de l'argent. Mais non, tu vas travailler pour développer ta conscience professionnelle. Toi tu vas te marier. Tu dis tiens, je vais me marier pour les qualités morales de ta copine. Non, en fait tu te maries pour développer ta conscience maritale. Tu fais des enfants pour développer ta conscience parentale. Donc en fait, toute sa vie, on développe sa conscience. Ça va? Même c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la Hirat Shamaim? La Hirat Shamaim, c'est une conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention divine. Maintenant, si tu mets de films tous les matins, mais qu'à part ça, ça ne te dérange pas de regarder des films, enfin, ni pour nous, ni pour vous, ouais. Il y a un vrai problème. C'est comme si le gars, il est avec sa maîtresse, et puis il dit, oh non, non, il faut qu'on arrête tout de suite la relation parce que j'ai Mitra. Quel Mitra? Il est avec sa maîtresse, le gars, il a peur de rater Mitra. Ils sont bizarres, les gens. Ouais. En fait, c'est des gens qui sont cohérents avec leurs incohérences. Ce qu'on appelle des Réchaïm. D'accord? Donc, réfléchissez bien maintenant. Que la personne, toute sa vie, elle développe la conscience. Donc, le pire qui peut arriver à quelqu'un, vous avez compris, puisque tout un homme, l'homme, ça n'est qu'une conscience. Si quelqu'un n'a pas développé sa conscience, le vrai problème qu'il a, c'est qu'il n'existe pas. Vous comprenez ça ou non? Parce que les gens, ils se marient, ils font des enfants, ils gagnent de l'argent, ils prennent le métro, mais sans conscience. Sans conscience. Ça, c'est Nefesh Riyuni. Par exemple, vous avez une plante verte, elle pousse, non? Il y a un Nefesh Gedouli, ça veut dire qu'il le fait pousser. Un animal, il a un instinct de survie. Mais l'homme, enfin, je sais pas, l'homme, j'espère qu'il a quand même plus que ça, non? Eh bien, l'homme, il a cette conscience. Et la conscience, c'est quoi? Chez l'homme, ça s'appelle le da'at. Et le da'at, c'est quoi? C'est le lien qui existe entre la neshama, le corps et la réalité. Pour ça que pourquoi quand on dit en français que quelqu'un qui est inconscient, c'est toujours lié au fait qu'il est immature. Mais tu es inconscient. Non, en vérité, tu veux dire que tu es immature. Tu es inconscient. Là, je crois que tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, là. Là, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Là, tu ne te rends pas compte des conséquences. Vous avez fait de la géométrie, non? Oui, non? Un point, c'est un point. 2 points, c'est un segment de droite. À partir de 3 points à 4 points, c'est une courbe. Alors pourquoi tu ne comprends pas là où elle va ta vie, puisque tu as tous les points? Si tu es un gars sérieux, après tu dis non, c'est pas évident, tu es passé dans une école Baha. Après, tu as commencé à côtoyer des fous. Après, tu commences à fumer des joints. Après, tu dis, bah, j'arrive pas à les payer, bah, j'en vends, mais que dans la communauté. Dis-moi, mais ok, chaque point, c'est un point. Mais tous les points, c'est une courbe. Tu vois pas où elle t'emmène, cette courbe? C'est bizarre. Comment les gens, ils peuvent rester dans le coma? Moi, je suis choqué. Moi, j'avais tellement peur, à 20 ans, de faire les mauvais choix, qu'à partir de 14 ans, 13 ans, j'ai commencé à réfléchir. Mais 15 heures par jour. Un malade mental. Alors mes profs, ils me disaient, mais j'ai posé des questions. J'ai commencé avec des proverbes, après des réflexions, après des sujets, après des thèmes, après des phénomènes, après des analyses. Je l'ai dit souvent, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des doctorats d'Hippocane. Maintenant, ils avaient 28 ans. Mais c'est pas pour vous dire le génie. Non, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur d'arriver à 20 ans, d'avoir des questions d'orientation de 20 ans et d'avoir un mental de 14. Parce que c'est ce qui se passe en général. C'est que les gens, ils ont passé tellement de temps à la PlayStation, à l'amusement, à prendre des vitamines illégales, que quand ils arrivent au moment des vrais choix, ils disent bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas. Bah, pourquoi tu t'es marié avec lui? Parce qu'il était là. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que ça tombe samedi, c'est plus pratique. Ouais. Pourquoi tu manges cachère? Sanitaire. Attends, mais pourquoi tu as fait médecine? Bon, il y a un copain qui m'a dit tiens, je m'inscris en médecine. Oh, je lui ai dit tiens, ça peut pas me rendre malade. D'accord? Non. C'est pas possible. Alors, quel choix tu as fait dans ta vie? Oh, les choix, tu sais. Vous avez vu le cours d'hier soir ou non? J'ai fait un cours à Lyon. Vous l'avez vu? Non? À Villeurbanne. Sortez un petit peu.
Bon. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, en fin de compte, toute sa vie, on développe sa conscience. Maintenant, la conscience, ouais, moi, je me permets comme ça, hein, je vous parle comme à mes enfants. Je pense que la conscience, en fait, on la fabrique sur toute sa vie. On la développe toute sa vie. Mais si la conscience est tellement importante, tu peux imaginer la gravité de l'inconscience. Par exemple, des gens, ils vivent en différé. Genre après le divorce, ils disent « Mais j'avais une femme de folie ». Moi, il y a un gars comme ça qui dit « J'en ai marre, je veux divorcer, je ne peux plus la voir, elle est bête, elle est grosse, elle est nulle, elle est... » Je dis « Tu sais quoi? Enlève ton alliance et va dans une soirée de célibataire. Va voir là-bas tous les gens qui souffrent, tous les divorcés, tous les gens qui ont laissé pour compte, tous les gens qui ont été roulés 3 fois, les gens qui ont souffert, les gens qui ont perdu du temps, 2 ans avec Michael, 4 ans avec Maurice, 5 ans avec Ahmed. Va les voir ceux-là. Et quand tu passes une bonne soirée là-bas et tu dis j'ai envie de mourir, tu rentres chez toi, tu dis mais elle est super ma femme. Eh ben voilà, tu deviens intelligent. D'accord? Déjà elle te supporte, c'est un effort. Donc, c'est vrai qu'il y a des haleines le matin, des fois tu te dis moi je suis pas mort la veille. Mais c'est ça. C'est ça l'idée, ouais. C'est que la personne, au fond, elle n'est pas consciente de son mariage. Elle n'est pas consciente de la valeur de la Torah. Une fois quand j'étais au Kollel, alors il y a un Kollelman, un copain à moi, ouais, il vient me voir, il me dit Ria, j'ai parlé avec ma femme, elle m'a dit il faut que je fasse une licence d'hébreu parce que j'ai peur pour la Parnassa. Je dis mais attends, tu as fait 10 ans de Kollel, tu veux faire une licence d'hébreu? Il m'a dit oui, parce que pour la Parnassa, comme ça je pourrais être prof. Je lui dis mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Hamar au carré. Moi j'avais commencé déjà à donner des cours. Je fais, tu sais, la semaine dernière, j'ai fait un séminaire d'Arachim. Là-bas, il y avait le patron de Usinor Sassilor. Le mec, il a 120 000 employés. J'ai fait le cours, il était major, promotion centrale. J'ai fait le cours pendant 2 heures, il avait mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 heures? Un tosfot dans Psachim d'Avkouf Tetzaïn. Le mec, il allait mourir. Il m'a dit, j'ai les sueurs. Il m'a dit, on dirait que je suis en 5e année de mathématiques. J'en peux plus. Je dis, toi, tu as déjà ce tosfot. Lui, il a fait 20 ans d'études et il est impressionné par ton tosfot. Et toi, tu vas aller faire une licence d'hébreu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas marir, tu ne valorises pas ta Torah. Il y a 25 ou 30 ans, je ne sais pas quand j'ai commencé à donner les cours, j'étais à Marseille, j'ai fait un beau cours comme ça, une belle conférence. À l'époque, je faisais profond, maintenant, c'est plus marrant. Mais, donc, personne ne dit rien, c'est honteux. Alors, donc j'ai fait le cours, les gars, ils avaient mal à la tête. Ils ont dit, attends, on a fait un cours de physique, de chimie, de philosophie, de force de vent, de chorégraphie, en 1h30. Alors, il y avait un monsieur au premier rang, il est mort, c'était une personne très importante de Marseille. Il vient me voir à la fin, un milliardaire comme ça. Il m'a dit, quel est votre cursus d'études universitaires? Je dis, la yeshiva, le bac et la yeshiva. Il m'a dit, je ne vous crois pas. Alors je lui ai dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous regardez la faculté comme ça et la Torah comme ça. Je dis, moi j'ai fait l'inverse. Comme j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai vu la grandeur de la Torah, j'ai vu la puissance de la Torah. J'ai vu. J'ai dit souvent, je donne une fois par an un cours dans un congrès de non-juifs. Vous pouvez le voir sur Internet, ça s'appelle Quantique Planète. Il y a 1200 goy. Les gars qui parlent, c'est professeurs de cancérologie, médecin de Vladimir Poutine, prix Nobel de mathématiques, l'autre physicien, généticien, et Ravieya. Comme ça, ils appellent là-bas. Ouais. Donc les gars, ils sont là, bac plus 19. Tu fais le cours, il y a un silence dans la salle. Il n'y a pas une mouche qui bouge. Ils sont tous avec l'ordinateur comme ça. Ils viennent d'Australie, de Belgique, de Canada, pour écouter le cours. Ils sont comme ça. Il y a 1200 personnes, ils se lèvent. Public ovation à la fin. Et après, il y a 450 qui viennent pour dire félicitations. C'est bizarre, non? À la limite, je comprends pourquoi Jésus il a changé de public. Non, c'est tellement facile avec l'égoïsme. D'accord, mais je me dis, mais c'est quand même bizarre. Le mec, il a bac plus 19. Il a fait un cours, j'ai même pas compris un mot de ce qu'il a dit. Les protides, les photides, les chlotides, les clotides. Ouais. Et moi, je fais le cours, il vient me voir après, il me dit, merci d'avoir élevé le niveau. Ça veut dire que si quelqu'un, il étudie la Torah, mais attention, qu'il est maharir sa Torah, qu'il valorise sa Torah, et qu'il approfondit sa Torah, il n'y a aucun complexe des études qu'il n'a pas fait. Et je vais dire encore mieux, mais que ça reste entre nous. Hein. Parce que quand tu fais des études, tu es obligé d'apprendre des trucs vrais, des trucs faux. Bah oui, parce que c'est quoi un spécialiste dans la science? C'est un gars qui a connu toutes les théories.
Mais comme d'après eux, c'est toujours la dernière qui est la bonne, donc toutes celles d'avant étaient fausses. Et comme il y a plus de faux que de vrais, puisque c'est que la dernière qui est vraie. Donc en fait, un spécialiste, c'est un mec qui est spécialiste du faux. Alors que dans la Torah, tout est vrai. Donc quand tu es spécialiste du vrai, dans le vrai, par des gens vrais, sur un texte vrai. D'ailleurs, quand j'étais à l'Eshiva, des fois, je me mettais debout sur le tabouret et je dansais comme ça. Alors une fois, le Rav, il est rentré. Il m'a dit, tu sais que les drogues douces sont interdites à l'Eshiva. J'ai dit, bon, Il dit, pourquoi tu danses? Je dis, parce que quand j'étais à fond dans la philo, j'ai appris tellement de lourdeur, tellement de bonneries, que maintenant, chaque mot que je dis, je sais qu'il est émette. Chaque mot que je lis, il est émette. Mais tu sais ce que c'est d'être dans le émette? Parce que le pire dans la vie, c'est quoi? C'est d'être à côté de la plaque. C'est ça la bonnerie. La vraie bonnerie, c'est quoi? Oui, parce que c'est quoi l'intelligence en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Donc c'est quoi la bonnerie? C'est l'inadaptation. Donc quand un vrai CON, c'est quelqu'un d'inadapté. Moi j'ai beaucoup prié. À partir de la 3e, je priais tous les jours pour ne pas être un CON et ne pas subir les CON. J'ai beaucoup prié. Et ma prière, elle a été entendue, bon, Hachem. Ouais. Mais encore une fois, pas CON, genre petit QI, QI de l'oiseau, le QI. Non. Tu as des gens qui ont un très gros QI et qui sont complètement inadaptés à la réalité. L'autre, il est prix Nobel de mathématiques, mais tu lui dis, va parler à ton fils, il dit, j'ai les sueurs. Ouais, il n'est pas intelligent. Ouais. Intelligent, c'est adapté. Donc, idiot, c'est inadapté. Maintenant, inadapté, c'est quoi? C'est aussi inconscient. Parce que conscient, c'est le lien que tu as avec la réalité, et inconscient, c'est le contraire. C'est pour ça que la Avera dans la Torah, elle s'appelle Essiyah HaDa'at. Puisque le Da'at, on a dit, c'est quoi? C'est la conscience. Donc c'est quoi la Avera? C'est la perte de conscience. Il est interdit dans la Torah de perdre conscience. Maintenant que tu as perdu conscience parce que tu t'es évanoui, tu as perdu conscience parce que tu n'as pas réfléchi, tu as perdu conscience parce que tu ne te rendais pas compte de la gravité, tu as perdu conscience parce que tu ne savais pas. La vérité, je ne savais pas. Mais la connaissance, c'est une forme de conscience. Oui? Un médecin, il voit ce qu'il a appris. Toi, tu dis, tonton Maurice, il est un peu jaune, il a dû prendre trop de carottes. Mais lui, il sait que c'est le foie en phase 3 et qu'il lui reste une semaine à mourir, avant de mourir. Parce qu'il est médecin. Donc la connaissance, elle augmente ton niveau de conscience. Un spécialiste de l'audit, il voit des livres de comptes, il te dit, ça y est, vous déposez le bilan. Ou au contraire, il te dit, écoutez, il ne faut pas vendre la boîte parce que là, encore 6 mois et vous allez prendre 180% de bénéfices. Tu dis, je comprends rien, il n'y a rien, il y a que des colonnes et des rangées de chiffres, des chiffres. Mais lui, il a les yeux pour voir, il voit. Pourquoi il voit? Parce qu'il a appris. D'accord? Maintenant, quand toi, tu veux vraiment, vraiment connaître ta femme, tu vois quand elle est bien, quand elle n'est pas bien. Quand tu veux vraiment connaître tes enfants, même quand ils disent rien, tu sens qu'ils sont bien ou qu'ils ne sont pas bien. C'est ça l'amour. Ouais. Et bien ça, en fin de compte, c'est quoi? C'est un niveau de conscience. Maintenant, tu peux développer de l'hyperconscience. Ou tu peux développer de l'hyper-inconscience. C'est pour ça que pour moi, le plus grand gros mot qui existe, c'est quand quelqu'un il dit je m'excuse, j'ai manqué de présence d'esprit. Quelqu'un il s'est fait attraper, par exemple, pour un adultère. Vous savez qu'un homme, tant qu'il ne se fait pas attraper, il ne voit pas la gravité. Mais quand il se fait attraper, il dit Chasvé Shalom, mais tu es la mère de mes enfants, mais c'est impossible, mais mon statut, je suis connu à la synagogue, j'ai une valeur, et tu es mon équilibre, tu m'apportes la paix. Mais je comprends pas, pourquoi? Tant que tu ne t'es pas fait attraper, tu es bien. Tu fautes, mais avec une tranquillité, c'est incroyable. Et quand il te fait attraper, Chasvé Shalom, c'est nous, que Dieu protège. Il me faut une solution, je vous en prie, je mets un rendez-vous, appelez ma femme, appelez-la, écrivez-lui des lettres. Je dis pourquoi tu veux sauver quoi, Yabrel? Oui, mais j'étais inconscient, je ne me rendais pas compte, j'étais à côté de la plaque, maintenant j'ai pris conscience. Je dis, mais au moment où tu l'as fait, la chose, c'est pas qu'on t'a mis dans le coma, on t'a mis une fille dans le lit. Non, ça a duré 3 ans, t'as organisé, t'as menti, t'as payé en liquide, t'as dit à ta femme qui était en stage à Carpentras et t'étais avec elle en Vendée. C'était organisé, t'as un verra. Pas un rachat comme ça, un rachat à la méandrine, ça veut dire glade cachère. En plus, ils font que les religieuses, ils adorent les gâteaux, d'accord? Vous avez réagi comme des éclairs, d'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne, elle peut vivre consciemment son inconscience. Alors, comment on appelle ça en français? Ouais.
J'ai manqué de présence d'esprit. Maintenant, de vous à moi, franchement, hein, vous êtes jeune, vous êtes sympathique, vous avez des esprits alertes et intelligents, oui. Dis-moi, ça veut dire quoi en français, manquer de présence d'esprit? Mais si ton esprit n'est pas présent, à quoi ça me sert que ton corps il est venu, que ton costard il est venu, que tes cheveux ils sont venus, si ton esprit n'est pas là? Vous me suivez ou non? Genre le mec qui va dire, écoutez, tout était là, hein. Mon corps est venu, mon costard est venu, mais je suis venu avec ma voiture, hein. Mais mon esprit non. Mon esprit n'était pas présent. Mais c'est tout, hein. J'ai manqué de présence d'esprit. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Pourquoi il ne marche pas? Regarde le Yetzera, comment il est fort. Est-ce que quelqu'un est au courant, là? Pourquoi le courant ne passe pas? C'est bon? Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que je tire la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider ou il y a que des manchots ici? Alors, Hazak. Ah, c'est mieux, Hazak. Bravo. Tu reviens demain soir, on fait un sketch. Super. Il faut déplacer un peu la caméra. Vous voyez ce que je veux dire ou là? C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit « j'ai pas la présence d'esprit », mais ça veut dire qu'il n'y a plus rien là. Et bien ça en hébreu ça s'appelle ici hadat. Et si vous allez un peu plus loin dans la Torah, c'est ça la touma. C'est quoi la touma? Les gens ils disent la touma, la touma. Mais la touma, c'est l'impureté. En vérité, c'est quoi l'impureté? C'est ce qui apparaît quand la vie disparaît. Vous savez, quelqu'un il est vivant, il est pur. Dès qu'il meurt, il devient impur. Maintenant, c'est quoi la mort? La mort, c'est que la vie nous quitte. Maintenant, la touma s'installe dans l'absence de vie. Donc en fait, la touma, c'est l'état d'être de la mort. Maintenant, que quelqu'un qui meurt, il devient impur, c'est normal puisqu'il est mort. Mais quand on te dit que quelqu'un qui faute, il est impur, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi il est impur puisqu'il est vivant. Ah, c'est intéressant. C'est que comment on faute? Vous savez comment on fait pour fauter? Ouais. Alors la Gemara, elle dit, un adam choté, il a une ken irtasbour warshtut. Un homme ne faute que si il est pris par un vent de folie. C'est quoi un vent de folie? Ouais. C'est qu'en fait, entre son corps et sa neshama, le seul lien qui existe, c'est sa conscience. Et bien, quand quelqu'un est inconscient, il enlève le lien entre la neshama et le corps. C'est comme vous avez une lampe, d'accord? Imagine. Vous savez, les lampes de poche, là. Une torche. Il y a une ampoule, d'accord? Alors, il y a 3 piles. Donc, c'est bien, il y a beaucoup d'énergie. Mais il manque le petit bout de métal qui fait le lien entre l'ampoule et... Eh bien, le courant ne passe pas. Eh bien, la neshama, c'est la pile. L'ampoule, c'est ton corps qui te permet d'agir dans le monde. Et le lien entre les deux, c'est ta conscience. C'est ton da'at. Maintenant, quand quelqu'un devient fou, il ne peut pas fauter s'il a conscience. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou. C'est pour ça que la fille, on lui dit, je t'offre un verre. Ça veut dire que c'est le dernier, c'est le verre du condamné. D'accord? L'autre, il prend de la drogue. L'autre, il se met dans un état second de colère. L'autre, il prenait du LSD au Vietnam. À Verdun, il leur donnait du vin rouge. Pour que les gens, ils perdent conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes boivent beaucoup. Parce qu'ils sont tellement conscients que pour revenir à la normale, ils sont obligés de se bourrer la gueule. Non, c'est pas ça, c'est juste l'inverse. D'accord? Mais, non, nous, à l'époque, on appelait ça des ivrognes. Maintenant, ils appellent un jeune branché. Je ne sais pas, je n'ai pas l'intérêt de boire tellement. Bon, c'est une ambiance. Mais déjà, je vous dis, avec un cerveau qui fonctionne à 100%, c'est difficile d'être bien dans sa vie. Mais quand tu es à moitié déchiré, même si c'est l'irvot Shabbat, genre un demi-litre de bouha, l'irvot Shabbat, comme si vomir par terre, c'était kavot Shabbat. Donc je vous donne l'idée. C'est que la personne, elle doit garder sa conscience intacte à chaque seconde. Le matin, l'après-midi, le soir, le jour, la nuit, le Shabbat, le Yom Tov, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut garder l'esprit alerte. On appelle ça en anglais khfif. Il faut être khfif. Ouais. Pas Allah. C'est pas style. Ah, j'ai compris. Ah, si j'avais su. Ah, on aurait dû me le dire plus tôt. Ah, pourquoi tu m'as pas poussé?
Ah, mais moi, il fallait m'encourager. Non, non. Moi, je vous dis la vérité. La vie est trop courte pour être brêle. Il faut être très, 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 très intelligent. Maintenant, si tu es trop intelligent, c'est pas grave. Parce que tu pourras choisir à quel rythme tu veux agir. Mais si déjà pour penser, ça te prend des mois, et pour décider des années, alors quand est-ce que ça va commencer la vie? Donc un homme, en vérité, on l'a dit toute sa vie, il développe sa conscience. Mais en vérité, un homme, toute sa vie, il développe son da'at. Et c'est ça le da'at. Le da'at, c'est le lien entre ta neshama et ton corps. Maintenant, attention, il faut savoir une chose. Il y a deux consciences. Il y a ce qu'on appelle la conscience mentale et la conscience morale. Par exemple, là, je parle, vous m'entendez, vous me voyez, non? Oui, d'accord. Quand vous attrapez un objet, vous sentez que vous l'attrapez. Donc là, ça s'appelle la conscience mentale. C'est le lien entre ton cerveau et ton corps. Ça va? La conscience morale, c'est le lien entre ta neshama et ton cerveau. Ça veut dire que la conscience morale, en fait, c'est l'éclairage de la neshama sur le cerveau. Par exemple, quand tu es marié, normalement, ça te dérange de toucher une autre femme ou un autre homme. C'est normal. Oui. Une fois, une femme, elle est venue, elle m'a dit, mon mari me trompe et je l'adore. Et je sais que c'est un homme sérieux, je veux récupérer mon couple. Alors moi, je me suis bagarré avec 4 heures avec le gars. Au bout de 4 heures, le gars, il a dit, ok, j'arrête avec la maîtresse. Bien sûr, c'était un feu, je mariais avec des enfants. Et elle aussi, la femme, la maîtresse, c'était une femme mariée avec 5 enfants. Enfin, ils ont fait les choses bien. Ouais, des belles avérotes, quoi. Ouais. Alors je lui dis, prends le téléphone. Il me dit, non, je vais lui parler gentiment. Et je dis, tu parles pas gentiment. Il me dit, mais je vais lui annoncer avec le. Je dis, non, elle, ta femme, elle va attraper un cancer. Déjà, ça fait 6 mois qu'elle est au courant, elle va mourir. Et l'autre, maintenant, elle vient d'arriver et tu es en train de la ménager. Tu ne vas pas la ménager, tu vas la déménager. Je dis, prends le téléphone, appelle-la. Le mec, il prend le téléphone. Voilà, Jennifer. Ouais, elle s'appelait Jennifer. Hein. Non, parce qu'à chaque fois qu'on lui dit, c'est toi qui as fait ça, elle dit, Jennifer rien. D'accord? Ouais. Alors, non, je rigole. Alors, il dit, voilà, je voulais te dire, je suis devant le Rav, je suis devant ma femme. Voilà, je m'engage, c'est terminé entre nous, c'est fini. Tu restes avec ton mari, on annule les histoires de trucs et on se voit plus. Et... Qui c'est qui vient me voir à 1h30 du matin? Qui m'appelle à 1h30 du matin? La maîtresse. Elle m'appelle 1h30 du matin. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, comment avez-vous osé briser un couple? Maintenant, moi, j'ai lu Kafka quand j'étais jeune. Vous avez lu Kafka? Oui, non? Franz Kafka, vous l'avez lu, non? Là, c'est Kafka, mais sans le F. C'est incroyable. Donc, je lui ai dit, mais... Ils ne sont pas très réactifs. Hein. Bon. Je lui ai dit... Je dis, mais madame, je n'ai pas compris. Ce monsieur, il est marié. Il y a 1 milliard d'hommes sur la Terre. Pourquoi vous avez été choisir avec ce mec-là? Oui, mais c'est mon âme sœur. Et ta sœur? Elle me dit, on verra après. D'accord? Je lui dis, en plus... Je dis, vous êtes marié vous-même? Elle me dit, oui, mais je suis marié, c'était une erreur de jeunesse, j'ai pas réfléchi, on m'a fait le coup de la panne, ou mes parents ont insisté. Je dis, attendez. Je dis, moi, j'ai une question, madame. Je dis, vous savez, dans la Torah, les Yetzirara, elle me dit, écoutez, vous n'allez pas commencer à me faire du bourrage de crâne. Je dis, vous savez, des fois, c'est rempli tellement de lourdeur qu'on est obligé de bourrer pour faire rentrer un truc intelligent. Elle me dit, ouais, mais c'est du lavage de cerveau. Je dis, moi, j'ai pas de préjugés sur la crasse de votre cerveau. Non, j'ai à peu près 32 millions de blagues d'avance, c'est même pas la peine. Plus une vitesse de répartie proche de la lumière, alors je vais dire. Alors, je lui ai dit, mais madame, je dis, bah écoutez, si vous voulez pas parler de religion, on va parler d'homme à homme, enfin de homme à femme. Elle me dit, oui. Je dis, la première fois que ce monsieur vous a touché, d'abord, au bout de combien de temps vous avez couché ensemble? Elle me dit, 1 semaine. Je dis, oh, c'est dommage, vous auriez pu en faire un métier. D'accord. Et après, je lui dis, mais la première fois qu'il vous a touché, est-ce que vous, au moment où vous vous êtes touché, est-ce que vous avez vu le visage de votre mari et de vos enfants devant vous ou non? Elle m'a dit non. Je dis alors vous n'êtes pas marié? C'est un vrai problème. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la conscience morale, elle vient de la neshama. Mais la conscience mentale, elle vient du cerveau. Maintenant, quand quelqu'un faute, il ne peut pas fauter avec la conscience morale, parce que ça te dérange. C'est comme si tu vas dans une boîte de striptease avec Baba Salé. Tu ne peux pas kiffer. Il te dit, ouais, Narpibes, haram. Tu te dis, papy, laisse-moi regarder, tu me casses l'ambiance. Allez, arrête. Vous me suivez ou non? Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vas aller dans des endroits comme ça? Tu n'emmènes pas Baba Salé. Mais Baba Salé, il représente quoi? Il représente ta conscience morale.
Maintenant, tu ne peux pas enlever la conscience mentale, parce que quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Aucun intérêt. Donc tu gardes la conscience mentale, donc tu es conscient de ce que tu fais, mais tu n'es pas conscient de la gravité de ce que tu fais, parce que ça c'est la conscience morale. Et la conscience morale, elle vient de la Neshama. Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, en tant que juif, hein, en goy, je ne sais pas, c'est optionnel, mais en tant que juif, tu es obligé de garder en permanence, jour et nuit, c'est pour ça qu'on fait le Kriyat Shema du jour, du matin, et le Kriyat Shema du soir. Parce que le Kriyat Shema du matin, c'est pour préserver des dangers de la journée, et le Kriyat Shema du soir, c'est pour préserver du danger de la nuit. Vous imaginez quel genre de danger on peut entretenir avec un jeu de Monopoly, d'accord? Donc, pour que, en fin de compte, tu gardes ta conscience morale et ta conscience mentale perpétuellement en fonctionnement. Même avant, les goïms, ils disaient « en mon âme et conscience ». Aujourd'hui, on ne dit plus l'âme, puisqu'ils n'y croient plus. Du coup, même la conscience, elle s'est éteinte. Ça s'appelle un téléspectateur. D'accord? Donc, c'est un phénomène très, très connu en psychologie. Donc maintenant, quand vous gardez la conscience morale et la conscience mentale, vous avez compris que c'est le moi, le je, ce que les Chachamim appellent le lev, le da'at, qui est lié à la réalité. Par exemple, là, je suis conscient que vous êtes là, et en même temps, je suis conscient du temps qui passe, et en même temps, je suis conscient de l'importance de ce qui se passe, et en même temps, je suis conscient que Hachem, il est en train de nous regarder, et en même temps, je suis heureux de le faire avec vous, et en même temps, je vois sur vos yeux que vous êtes sympa et que vous êtes intéressé. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer un arc électrique entre votre Neshama, qui veut entendre, la mienne, qui veut exprimer, ouais, jusqu'au bout là-bas. Et bien, ce lien entre ces deux Neshamot, enfin, toutes ces Neshamot, s'appelle la Shechina. C'est vrai que c'est marqué Shnaim, Amedabrim, Bedivre Torah, Shechina Benehem. Deux qui parlent de la Torah, la Shechina étant entre eux. C'est quoi entre eux? C'est bizarre, entre eux. En fait, le fil transparent qui relie les deux consciences, la conscience de celui qui veut parler et la conscience de celui qui veut écouter, étant donné que la conscience, elle est véhiculée par la volonté, et que la volonté, elle vient de la Neshama, donc la communion des faisceaux de volonté s'appelle la présence divine. Et vulgairement, ça s'appelle l'amour. Donc quand un homme et une femme, ils s'aiment, c'est parce qu'il y a une communion des volontés. Quand le Rav et les élèves ils se comprennent, c'est parce qu'il y a une communion des volontés. Rav Simcha Zissel, qui n'était pas Meknassi, il a dit « Ikar pnimiut divrei arav ena nishma'in ela lechafetz ayoter achafetz beyoter nishmoa ». Je traduis quand même. Oui, donc l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav n'est accessible qu'à un élève qui désire intensément les comprendre. Ça veut dire que le degré de perception de la profondeur du Rav n'est accessible qu'en fonction de l'intensité du désir de l'élève d'apprendre. Alors, ce n'est pas qu'entre le Rav et l'élève. Plus tu vas aimer quelqu'un, ouais, plus la personne, elle va t'aimer. Maintenant, plus tu vas parler de ton intériorité, plus la personne, elle va parler de son intériorité. Plus tu vas être construit à l'intérieur, plus tu vas pouvoir absorber la construction intérieure des autres. C'est-à-dire, ça s'appelle en français un effet miroir. Maintenant, j'espère pour vous que vous êtes vivant. Et j'espère que vous voulez vivre. Vous voulez vivre ou non? Vous voulez vivre? Non, c'est pas évident. Non, il y a des gens qui vivotent, il y a des gens qui digèrent, il y a des gens qui attendent que le temps passe, il y a des gens qui espèrent survivre jusqu'au solde. Il y en a qui ont peur de rater une vente flash. Il y en a qui veulent avoir un diplôme pour impressionner leur mère. Mais c'est pas ça vivant. Ça, c'est rien. Ça, c'est comme quand tu es sur la route de campagne et qu'il y a les arbres qui passent. Ça s'appelle des étapes en français. Le problème, c'est est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es chai? C'est quoi quelqu'un de vivant? C'est quelqu'un qui accompagne l'impulsion de son âme de manière volontaire dans un projet choisi. Dommage que vous ne preniez pas des... Maintenant, si quelqu'un n'a pas de projet, ou si quelqu'un n'accompagne pas l'énergie de son âme, si quelqu'un n'est pas en conscience volontaire de ce qu'il vit, il n'est pas vivant. C'est pour ça que la Gemara dit Rechaim enam haim, les Rechaim ne sont pas vivants. Amearetim enam haim, les ignorants ne sont pas vivants. Les imbéciles ne sont pas vivants. Les lourds ne sont pas vivants. Les paresseux ne sont pas vivants.
Pourquoi? Parce que la vie que tu aurais pu vivre si tu étais courageux, tu ne l'as pas vécue en étant paresseux. La vie que tu aurais vécue si tu avais été intelligent, bah, tu ne l'as pas vécue si tu n'es pas intelligent. La vie que tu aurais vécue si tu avais confiance en toi, tu ne l'as pas vécue si tu n'as pas confiance en toi. Donc pour vivre ta vie, tu es obligé d'être heureux, obligé d'avoir confiance en toi, obligé d'être intelligent, obligé d'être impliqué dans la réalité, obligé d'être dans les 3 facettes de ton être, c'est-à-dire bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans ta neshama. Mais à chaque fois qu'il va manquer un des éléments, ouais, parce qu'il y en a à peu près 4, le 5e, c'est pas la peine, il y a déjà eu un film, d'accord? Et bien vous êtes obligé, et bien à ce moment-là, vous n'aurez pas le vécu de votre vécu. C'est ça, vivant. Maintenant, si vous avez compris tout ça, vous avez bien compris? Voilà, maintenant on peut démarrer le thème. C'est pas grave. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi aller au bout de ses rêves? Vous savez, la phrase la plus simple du monde, c'est la plus compliquée. Ça s'appelle « je veux cela ». Je, ben c'est moi. Veux, eh ben c'est quoi? C'est l'énergie qui sort de l'âme et qui véhicule mes projets. Et cela, c'est la réalité qui est devant moi, qui a 50% le fruit de ma volonté et 50% la proposition de Dieu. C'est bien résumé là? Voilà. Maintenant, si le je n'est pas construit, parce que je ne suis pas moi-même, parce que je ne me connais pas, parce que l'Yetzara, il est très fort, parce que je ne me respecte pas, parce que je ne me connais pas, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, ou que j'ai pensé comme ça, ou que j'ai plus fort que moi, que j'ai une colère, et j'ai des nerfs, et j'ai des stress, et j'ai des peurs, et j'ai... Mais il n'y a pas de jeu. Si le vœu n'est pas maîtrisé, parce que c'est quoi la volonté? La volonté, vous savez que Ratson, c'est Milachon Ratz. Ratson, ça veut dire volonté. Et Ratz, ça veut dire courir. Alors, je vais vous donner un petit schéma. Vous vous rappelez les poupées russes ou non? Les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Les gens, levez les mains, ceux qui sont au courant. Dans mes cours, hein, pas pour les poupées russes, je ne parle pas des gens d'Aïlat que vous allez... Non, d'accord. Alors, pour ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, écoutez bien ça, je vais vous faire un petit résumé. Ça va vous faire gagner à peu près 5 ans de yeshiva et 17 ans de thérapie. Regardez bien. Donc, vous prenez, vous savez, les poupées russes, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama. D'accord? C'est comme une espèce de générateur qui produit une énergie extrêmement puissante qui s'appelle vulgairement la vie. Ensuite, au-dessus de ça, il y a une autre poupée qui s'appelle le psychique, le nefesh, le jeu, le moi. Après, au-dessus, il y a encore une autre poupée qui s'appelle le corps, le gouffre. Et après, il y a encore une autre poupée qui s'appelle le vécu. Alors, c'est comme dans un ordinateur. La neshama, ça correspond au dos. Le système d'exploitation du dos, ce qui correspond à la psychologie, c'est le Windows. La tour, d'accord, avec tous les composants électroniques, c'est le corps. Et tous les périphériques, le modem, l'imprimante, le scanner, tout ce qui te permet d'avoir un lien avec la réalité extérieure, c'est le vécu, c'est la 4e, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle est divine, vous le savez ça. Elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, quand elle sort de la neshama et qu'elle arrive dans le nefesh, dans le moi, dans le psychique, elle s'appelle la volonté. Ça va? Maintenant, je vous demande de faire un effort. Parce que c'est juste la limite entre la compréhension et l'hérésie. Quand on dit que Aratson Novea Mea Neshama, c'est souvent rapporté dans le Rav Dessler, que la volonté provient de l'âme, c'est pas que l'âme produit la volonté, c'est que l'âme produit une énergie qui, prise en compte et en conscience par le jeu, devient la volonté. Alors je traduis. Vous voyez le courant électrique. Il y a du courant électrique dans la prise. Vous branchez une prise. D'accord? Vous avez un câble électrique dans la main. Si vous le branchez au frigo, ça fait du froid. Si vous le branchez à la chaîne IFI, ça fait de la musique. Si vous le branchez au four, ça fait de la chaleur. Si vous le mettez dans la bouche de votre belle-mère, eh ben, elle qui se plaignait tout le temps de ne pas être branchée, eh ben voilà, elle est au courant. D'accord? Ouais. Maintenant, le courant, vous ne le produisez pas. Il est déjà dans la prise. Il vient de la centrale électrique. Mais vous orientez ce courant. Eh bien, le moi, il prend l'énergie de l'âme et il décide. Il le met dans la Torah, ça devient un besoin infini de Torah. Il le met dans la Vera, ça devient un besoin infini d'Avera. Il le met dans l'argent, Yesh Lomane Rotzimataim, c'est un truc bizarre. Pourquoi quelqu'un qui a 100, il veut 200? Vous dites, c'est normal, on aime l'argent. Ok, mais quelqu'un qui a 230 milliards de dollars, pourquoi il veut 460 milliards? Il n'aura même pas le temps de les dépenser. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il a mis de l'infini dans le fini. Ça va? Un gars, il est marié, il a une femme extraordinaire, ancienne Miss Israël. Pourquoi il veut absolument coucher avec la bonne? Même si ce n'est pas forcément la mauvaise. Je dis, mais t'es malade, mais qu'est-ce qui t'arrive? Regardez les gars,
les Moldaves. Mais elle dit, je sais pas, je l'ai vu comme ça sur l'évier, ça va. Ça, c'est quand le jeu et le mal, ils se mélangent en toi. Ça s'appelle animal. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie de l'âme, elle est infinie, mais quand tu la mets au service de ton corps, elle devient le vice. Quand tu mets l'énergie infinie au service de la haine, elle devient Adolf Hitler. Quand tu mets l'énergie infinie au service des mathématiques, elle devient Albert Einstein. Vous me suivez ou non? Donc c'est juste une orientation de l'énergie. Alors attention, faites la nuance. En fait, le jeu, il va maîtriser une énergie infinie qui est produite par la Neshama. Mais lui, il va être l'orientateur de cette énergie. C'est bon? Après cette énergie, quand elle sort du psychique, elle rentre dans le physique, et à ce moment-là, elle s'appelle la motivation, c'est ça qui fait que tu cours. Pourquoi ce coureur-là, il court plus vite que l'autre? Parce qu'il est plus motivé, ça s'appelle le mental, d'accord? Après, cette énergie, elle passe dans le vécu, et là, elle s'appelle en français la détermination. Tu mets ça dans ta fac, tu réussis ton CAPES, tu mets ta détermination dans ton projet, tu mets ta détermination dans ton couple. En fait, c'est l'énergie que tu mets dans la chose. Ça va? Maintenant, si moi je suis détenteur et distributeur et orientateur de cette énergie, ça s'appelle que je vis ma volonté propre. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau du nefesh, au niveau du psychique, en fait, il y a 3 éléments. Il y a le jeu, et il y a le Yetzer Hara, Yetzer Tov. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara? Yetzer Hara, Belzébuth, oui, d'accord, le Satan, le Shaitan, oui. En fait, le Satan, c'est celui qui se propose d'exister à ta place. Maintenant, qu'est-ce qui est plus facile dans la vie? D'assumer ou de se laisser aller? C'est plus facile de se laisser aller. Regardez, pour envoyer une fusée sur la Lune, il faut des millions de tonnes de kérosène. Mais pour écraser un avion, il suffit de couper le contact. Donc à la limite, c'est plus écologique. Ça veut dire que d'être nul, c'est beaucoup plus facile que d'être bon. Parce que de se laisser aller, c'est plus dur que d'assumer. Mi ya'ale be'ar Hashem. Qui c'est qui va monter sur la montagne d'Hachem? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, et là je vous demande de faire bien attention, parce que si vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est parce que justement l'Yetzer, il ne veut pas que vous écoutiez cette phrase. Parce qu'il sait que vous allez gagner 10 ans de maturité. Le Yetzer Hara, il se développe tout seul. Le Yetzer Hara et le jeu, c'est toi qui le développes. Si quelqu'un n'a pas développé son jeu, il peut se retrouver à 30 ans avec un jeu de 15 ans et un Yetzer Hara de 30 ans. Comment tu sais? C'est que quand tu lui poses une question de 30 ans, à une situation de 30 ans, il te répond une réponse de 15 ans. Tu dis, mais tu me parles comme un gamin. Mais il ne parle pas comme un gamin. Il est un gamin. Parce que c'est quoi un gamin? Un gamin, c'est un enfant. Mais quand tu as un enfant à l'âge d'enfant, c'est normal. Mais quand tu as des réactions d'enfant à un âge d'adulte, c'est normal. Parce que si toi, ton jeu n'a pas pris en compte ta réalité, et ta réalité, c'est elle qui te fait grandir, donc à chaque fois que ce n'est pas le jeu qui prend en charge, c'est l'Yetzer Hara qui prend en charge. Et comme la nature n'aime pas le vide, vous avez appris ça en physique. Vous voyez cette bouteille, vous la voyez ou non? Vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez? D'accord. Mais vous voyez, elle est pleine, à peu près. Si je la vide, je m'excuse de dire ça pour les gens, que ça va choquer, mais elle va se remplir d'air. Jamais tu t'es demandé, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai enlevé le coca, moi. Je n'ai pas mis l'air. Qui a mis l'air? Alors, en physique, on appelle ça, la nature n'aime pas le vide. Eh bien, quand vous ne mettez pas de la Torah dans votre vie, il y a de la Touma dedans. Quand vous n'avez pas de l'intelligence, il y a de la bonnerie. Quand vous ne mettez pas des bonnes intentions, eh bien, il y en a des mauvaises. C'est comme ça la vie. Et quand vous ne gagnez pas de l'argent cachère, et vous avez de l'argent, c'est qu'il n'est pas cachère. Tu dis non, il n'est pas ni cachère ni pas cachère. Ça s'appelle binaire. Il n'est pas cachère. Tu vas pas me faire le coup du diamant d'investissement aussi? Je suis au courant de tout. Toutes les magouilles du monde, je les connais. C'est normal, j'ai 5%. Non, je rigole. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc on reprend le schéma. Le jeu, vous avez vu où il est situé? Il récupère l'énergie de l'âme. Et ensuite, il va la renvoyer dans la réalité. Il va l'orienter dans la réalité. Maintenant, quand je dis je veux, c'est un jeu construit qui maîtrise une énergie énorme. Mais si le jeu est inexistant,
parce qu'encore une fois, il est immature, parce qu'il a un Yetzara qui est trop fort, parce qu'il n'est pas devenu lui-même, parce qu'il n'est pas à 100% dans ses choix, parce qu'il n'est pas investi, parce qu'il a peur, parce qu'il est nul, parce qu'il sent gros, parce qu'il sent maigre, parce qu'il est soumis au regard des autres, parce qu'il a des tremblements dans la tête, parce qu'il est en crise de masturbation mentale perpétuelle. Ben, il n'y a pas de jeu. Et comme la nature n'aime pas le vide, eh ben, quand ce n'est pas le jeu, c'est l'Yetzirara. Et la preuve que c'est l'Yetzirara, c'est qu'après, quand il se fait attraper, qu'est-ce qu'il dit? C'était plus fort que moi. Et le mieux de tout, il dit, je n'étais pas moi-même. Alors, quand vous posez la question, alors t'étais qui? Non, je vous le dis, vous, on n'est pas obligé d'être religieux, mais on est obligé d'être normal. Maintenant, si tu sais que tu as en toi un truc qui n'est pas toi et qui est plus fort que toi, c'est plus la peine de regarder des films d'horreur sur les zombies. Je suis habité. Oui, bien sûr. Donc, conseil d'amis, le plus tôt possible, essayez d'être le seul locataire de votre esprit. Le plus tôt possible. Soyez le propriétaire de vos choix. Le plus tôt possible, je ne sais plus comment vous le dire, vivez votre vie. Mais si vous dites, ouais, je fais ce que je veux, et après quand vous le faites, vous dites, au fond, c'est pas ça que je voulais. Ou vous dites, c'était plus fort que moi, ou je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Ouais, ou je sais que bon, ça m'énerve. Ou alors, je le fais parce qu'on m'a poussé à bout. Ou parce que quand tu me fais des compliments, je t'aime. Et quand tu me fais des reproches, j'ai envie que tu meurs. Jusqu'à quel âge on peut vivre en réaction? Moi, j'avais 16 ans. J'ai dit, je ne veux plus être en réaction. Je veux être en décision. Parce que réagir, c'est réagir. Réagir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui agit et toi, tu réagis à nouveau. Donc moi, je ne veux pas que quelqu'un soit le maître de ma réaction. Je veux être moi l'action. Et l'action s'appelle la décision. Donc si toi, tu n'es pas à l'origine de tes actes, eh ben, tu ne vis pas ta vie. Pourquoi tu es en train de t'énerver que tes parents ils te stoulent, que tes copains ils te poussent à bout, ou que ta copine elle te manque de respect, alors qu'au fond, tu n'es même pas né? Commence par le début. Construis-toi, respecte-toi, aime-toi, sois fort, sois entier, oui, et commence à exister. Maintenant, le fait d'exister, ça va te donner ce qu'on appelle la culture de l'existence, la conscience de l'existence. La conscience de l'existence, elle donne la conscience de soi, elle permet la connaissance de soi. Oui. Après, quand je me donne l'occasion d'exister, ça s'appelle le respect de soi. Et quand je constate de manière régulière que j'ai réussi à faire ce que je pense, ça développe la confiance en soi. Donc en 2 phrases, je vous ai appris le respect de soi, la connaissance de soi et la confiance en soi. Ce qui est quand même le principal de la majorité des problèmes majoritaires chez les gens. Même si veut ou non. Quand il fait des longues études, mais il ne sait pas ce qu'il veut. L'autre, il n'aime pas sa femme, mais il ne sait pas pourquoi. L'autre... Je te dis, il faut apprendre le plus tôt possible à se connaître. Et ça, quelle que soit la longueur de la barbe ou le nombre d'années d'études de la Torah. Parce que souvent, les gens, ils ne prennent pas le temps. Mais je vais dire encore une fois, le pire, moi, c'était ça ma grande peur. Peut-être, bon, vous êtes au-dessus de ça, bah, au Hachem, mais moi, j'avais une grande peur, c'était de ne pas vivre ma vie. Même pas de ne pas vivre ma vie parce qu'on m'a imposé ou parce que j'ai raté des opportunités. Non, de ne pas vivre ma vie parce que j'étais pas là. Parce que quand tu es dans des complexes, quand tu es dans des peurs, quand tu es dans la lourdeur, tu ne vis pas ta vie. Le Raphaïm Friedlander, l'élève de Rav Dessler, il dit Ikar avodat yetzara les balbel et tadeot. Le principal objectif du yetzara est d'embrouiller l'esprit. Alors je vous dis tout de suite, pour avoir l'esprit clair, c'est pas la veille. Ça demande quelques années de travail. Ouais. Et quand tu as l'esprit clair, ça ne veut pas dire que tu as fini ton travail. Mais au moins, tu vas faire ton travail avec un esprit clair. Comme tu ranges ton bureau, tu ranges ta tête. Comme tu ranges tes priorités. Tu es en train de te prendre la tête, par exemple, parce que tu as perdu 100 euros. Je dis, mais arrête de t'angoisser pour les 100 euros, Yabrel. Parce que là, il y avait un contrat signé à 132 000 euros. On est en train de nous saouler parce que tu ne sais pas où tu as mis ta veste. Mais laisse ta veste et va voir le client. Oui, mais j'arrive pas, ça me déconcentre, c'était une veste auquel je tenais, en plus elle va bien avec le pantalon. Mais ça s'appelle que tu n'as pas le sens des priorités. Ouais. Pourquoi tu n'as pas le sens des priorités? Parce que tu n'as pas réglé dans ta tête qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important.
Mais ça, il faut l'avoir en temps réel. C'est pas qu'après le film, tu dis ah dommage, j'ai pas eu le sens des priorités. Mais c'est en temps réel. Il faut vivre en temps réel. Sinon, toute la vie, tu vas la vivre en différé. Mais quel intérêt de regarder un match de foot en différé puisque tu connais déjà le résultat? Donc, si vous ne voulez pas attraper cette maladie qui s'appelle si j'avais su, ouais, il faut que vous ayez une autre maladie qui s'appelle l'anticipation. Donc, quand vous voulez aller quelque part, quand vous voulez faire quelque chose dans votre vie, c'est une question importante, c'est que vous devez savoir où vous voulez aller. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Avram Avinu, Lech lecha mi'artsecha, mimolatecha. Ouais. Hachem, il a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de tes parents, enfin mieux que Henri Comacias, d'accord? J'ai quitté mon, d'accord. Et il y a un phénomène très bizarre, c'est que là-bas les commentaires ils disent que quand Hachem il a dit à Avram Avinu Lech lecha, Avram ne savait pas où il devait aller. Et la grandeur, c'est qu'il a eu confiance en Dieu de partir sans savoir où il devait aller. Ça va? Super. Mais il y a une autre lecture. C'est pas contradictoire, parce que la Torah, c'est un livre d'enseignement, c'est pas un livre d'histoire pour dire alors, attendez, il y a des textes qui disent comme ça, et des textes qui disent comme ça. Baruch Habba Bekom, c'est bien, tu viens d'apprendre que la vérité est plurielle, je suis content pour toi. Ouais. Mais, c'est quoi? Le Ramban d'Ahmanide, il dit une autre lecture. Il dit, tu sais pourquoi Hachem, il n'a pas dit à Avram Avinu où est-ce qu'il devait aller? Parce qu'Avram, il savait. Tu dis pourquoi? Parce qu'Avram, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Il ne voulait pas créer un supermarché, il ne voulait pas ouvrir une piscine. Non, lui, il voulait diffuser la connaissance de Dieu dans le monde. Et par rapport à son projet, il savait qu'il ne pouvait le faire que dans une population de gens qui réfléchissaient. Et comme là où il était, en Mésopotamie, et dans le coin là-bas de l'Irak, et de la Jordanie, et de la Syrie, le seul pays où les gens réfléchissaient, c'était en Canaan. Donc il a compris que c'était là-bas qu'il devait aller. Donc en fait, il savait où il devait aller. Ça va? Ah, comment il l'a su? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a regardé chez lui. C'est comme si toi, tu as un sac dans la main. Tu te réveilles avec un sac dans la main. Et tu es né ce matin, à 21 ans. Tu ouvres ton sac et dedans, tu vois des outils de plombier. Ben, tu as compris que tu es plombier. Donc, selon les outils que Dieu t'a donnés, au fond, tu sais ce que tu dois faire. Si tu as donné de l'intelligence, si tu as donné de la finesse, si au contraire, tu es très manuel, ou tu as un sens artistique incroyable, ou alors tu sais, tu es très social, ou tu sais organiser les vendeurs, et bien selon les capacités qu'on t'a données, tu sais au fond ce que tu dois faire. Ça va? Donc il y a l'inné, après il y a la perception, et après il y a ce qui t'attire. Qu'est-ce qui t'attire? Maintenant, ce qui t'attire, c'est là où tu vas, ce que tu es, c'est là d'où tu viens. Maintenant, quand tu relis de manière linéaire là d'où tu viens et là où tu vas, tu sais ce que tu veux. Mais les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes, ou les gens qui n'ont pas de perception de leur capacité, ils vont avoir du mal à choisir. C'est une grave maladie, ça s'appelle le doute. Je rappelle que le doute en hébreu, c'est Safek, et que Safek, c'est la même valeur numérique que Amalek, et que Amalek, c'est le représentant du Yetzer Hara dans le monde. Donc le doute, c'est le Yetzer Hara. C'est aussi la maladie des intellectuels. Bah oui, parce que l'idiot, lui, il n'a pas de doute puisqu'il n'avait même pas envisagé qu'il y avait une deuxième possibilité. Mais l'intellectuel, il souffre parce qu'il voit tellement de possibilités qu'il est paralysé par le fait qu'il doit faire un choix. Donc, il faut être conscient qu'il y a plusieurs choix. Il faut savoir trancher. Et trancher en hébreu, c'est psak. Et psak, c'est les mêmes lettres que safek. Donc, où tu tranches, ou tu te ramasses sur la tronche. Ou safek, ou psak. Ou doute, ou affirmation. Maintenant, nous, normalement, on n'aura pas trop de problèmes avec ça. Parce que c'est marqué Altikre alichot et là alachot. Ne dis pas alichot. Alichot, c'est les déplacements. Et là alachot. C'est quoi alachot? Les lois. Jamais vous avez demandé comment ça se fait que le mot alacha, il vient de la racine la même que le verbe l'alechet. C'est quoi l'alechet? Aller. Pourquoi? Quel rapport? La loi. La loi, eh ben, la loi, c'est ce qui régit les principes, c'est ce qui développe les constitutions, c'est ce qui met en place les codes. Mais c'est quel rapport entre la loi et le déplacement? Alors en fait, la logique, c'est quoi? C'est que la halacha, en fait, c'est une trajectoire. Oui? Et la halicha, c'est le déplacement. Et bien la halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif.
Et si vous allez dire, bon, je n'ai pas besoin de l'halakha, j'ai un cerveau, j'ai une conscience, et j'ai de la connaissance, je n'ai pas besoin de tous ces trucs, toutes ces lois-là, qui datent de 3500 ans. Tu sais que les goïms, ça fait 5, d'après nous, ça fait 6000 ans, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années qu'ils cherchent. Ils ont essayé le capitalisme, le bouddhisme, la dictature, la démocratie, le nudisme. Ils ne trouvent pas. Non, c'est vrai, ils sont embêtés. Quand ils sont socialistes, on leur reproche, ils deviennent de droite. Quand ils sont de droite, on leur reproche, ils deviennent du centre. Alors, quand ils ne savent pas où ils sont, ils mélangent tout. D'ailleurs, on le dit, ne mélangeons pas tout. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, elle est dans le doute. Et la Torah, elle a dit, c'est une mitzvah de sortir du doute. Or, la seule manière de sortir du doute, c'est la clarification. Maintenant, vous avez compris que l'Yetzara, c'est le doute par Amalek. Vous vous rappelez ou non? De manière transitive. Maintenant, la Gemara, dans Kiddushin, la Flamed Amoudbet, elle dit, Barati lecha, Hachem dit, Barati lecha Yetzerara, Barati lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en médicament. Elle donne un exemple. Aaron, tu connais cette Gemara, toi? Ouais. La Gemara, elle donne un exemple. C'est comme un père qui a frappé son fils, il a une plaie. Cette plaie, elle est là. Maintenant, elle risque de s'infecter, elle risque de rendre malade, elle risque d'immobiliser la personne. Alors Hachem, il dit, alors qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a préparé une rétia. Rétia, c'est un cataplasme. D'accord? C'est un tissu avec des onguents, des médicaments dessus. Il dit, Kolzman chez rétia à la maca, tout le temps que le pansement, il est sur la plaie, tu peux aller dans le chaud, tu peux aller dans le froid, tu peux boire, tu peux manger ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc vous avez compris, la plaie, c'est l'Yetzerara. Le médicament, c'est la Torah. Tant que le médicament, il est sur la plaie, il n'y a pas de problème, tu peux vivre. Moi, à chaque fois que je lisais cette Gemara, je posais une question. Je dis, mais pourquoi il a donné un médicament qui évite à la plaie de dégénérer? Il valait mieux donner un médicament qui soigne la plaie. Donc déjà, vous avez découvert un secret extraordinaire, et vraiment, je vous glorifie pour cela, que le Yetzara, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. Maintenant, le Yetzirah, quand tu l'utilises, il t'emmène au Gan Eden. Et quand tu le subis, il t'emmène au Gehinam. Parce que la seule manière de grandir, c'est de lutter contre ces épreuves. Mais la seule manière de se planter, c'est de rater ces épreuves. Je sais ce que vous allez dire. Ouais, si Dieu il avait fait un monde sans Yetzirah, sans Avera, sans blonde. Non. Tu aurais bu de la brune. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il y aura toujours du Yetzirah. Parce que Yetzirah, c'est ce qui permet de grandir. Maintenant, c'est pour ça que c'est marqué Adam Tsarich Le'id Gaber Alitzro. Un homme, il doit se renforcer contre son Yetzirah. Ezeu Gibor, Akovesh et Itzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzirah. Maintenant, c'est quoi Gibor? C'est pas comme Schwarzenegger, ouais, ou Kung Fu, Bruce Lee. Non. Gibor, c'est Gever. Et Gever, c'est un adulte. Alors, je vous donne le secret, parce que là, je vous vois que vous êtes à la limite de la saturation. Imata Gever a Yetzara ou Yeled. Si toi, tu es un homme, ton Yetzara, c'est un enfant. Aval Imata Yeled a Yetzara ou Gever. C'est que si toi, tu es fort, la vie, elle est faible. Mais si toi, tu es faible, la vie, elle est forte. Maintenant, personne ne peut savoir la vie qu'il aura. Mais par contre, tu peux décider la personne que tu vas devenir. Maintenant, si tu es trop fort parce que tu soulèves 160 kilos à l'épaulé couché, ouais, c'est pas grave, tu peux soulever 20 kilos. Mais si quand tu soulèves un stylo, tu as un déchirement musculaire, qu'est-ce que tu vas faire quand il faudra porter ton frère sur 62 km pour le sortir de la Jordanie? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un homme, à ta Gibor, ouais, tu dois être fort. Tu dois être fort. Maintenant, quand tu es fort, la vie, elle est facile. Maintenant, tu dois être fort intellectuellement. Tu dois être fort émotionnellement. Tu dois être fort spirituellement. Maintenant, la Torah, elle t'a donné la clé. La clé, c'est la Torah. Et c'est normal. Puisqu'on a dit Yetzirara, c'est le doute. Quand tu étudies la Torah, c'est pour enlever le doute. Donc la Torah, c'est l'antidote ou l'antidote? C'est ça l'idée.
Maintenant, je vais vous dire un secret. Vous savez que quand on fait des avérotes, il faut des caparotes. Vous êtes au courant? Par exemple, une relation sexuelle avec une fille nida, c'est-à-dire une fille ou une femme qui n'a pas été au mikvé, c'est chayav karet. C'est la punition la plus grave de la Torah. C'est comme si tu manges à Kippour ou tu violes ta sœur. Ouais, c'est très grave. Il faut 650 jours de jeûne pour un karet. D'après le Baal Hatanya. 650 jours de jeûne, c'est pareil pour les filles. 650 jours de jeûne par relation sexuelle avec une fille nida. Ça va? Oui? Non? Donc tu dis, tu peux arrêter What Watcher, tu laisses tomber. Maintenant, je vous donne un secret, après je vous laisse tranquille. Le RAN, il dit qu'une nuit d'étude de la Torah, ça enlève un karet. Donc une nuit d'étude, ça remplace 650 jours de jeûne. C'est-à-dire que vous n'en avez même pas compte du pouvoir de kapara de la Torah. D'accord? Maintenant, sachez que les avérotes, elles sont comptées à partir de 13 ans. Mais la punition, c'est à partir de 20 ans. Donc le gars qui est malin, avant 20 ans, il commence à étudier la Torah. Ça fait une kapara pour les avérotes qu'il a fait avant. Ouais? À part ça, la Torah, elle va t'éclairer l'esprit. Donc la Torah, elle va te donner l'intelligence. Si tu étudies bien la Torah en profondeur, n'aie pas peur. C'est comme si tu as fait, en 8 ans d'yeshiva, tu as fait à peu près 9 doctorats. J'exagère, peut-être 12. D'accord? Mais je parle des gens qui étudient bien. Les gens qui tournent les pages, ou les gens qui veulent s'aérer les yeux, parce que c'est marqué Va'er enenu betorah techa. Ceux-là, ça ne marche pas. Mais les gens qui se déchirent à fond, qui s'endorment avec le Rabbi Akiba Eiger et qui se réveillent avec le Maharal, ceux-là, ils vont devenir des gens bien, et on verra leur chorma, on verra leur sagesse, et ils vont éclairer le monde. Mais il faut se déchirer. Tu te déchires, tu déchires. Si tu te dis, bon, ça va, c'est mieux que rien. Tu fais Shne Mikra Vechat Targum, tu les Teilim en phonétique, c'est pas mal pour un goy, mais c'est dommage. D'accord? Donc si vous vous cassez bien la tête dans la Torah, vous aurez la connaissance. Les efforts que vous allez fournir pour acquérir la Torah, puisque la Torah s'acquiert avec 48 midot, donc les efforts que vous allez fournir pour travailler la Torah, ça va vous faire devenir des gens extraordinaires, parce que c'est les midot qui sont nécessaires pour avoir la Torah. Vous me suivez toujours? En plus de ça, comme la Torah, elle compte, chaque mot de Torah compte 613 mitzvot. Donc à chaque fois que vous dites un mot de Torah, par exemple vous lisez une Mishnah qui a 48 mots, ouais, chaque mot compte 613 mitzvot. C'est comme si vous avez mis 613 fois les téphilines. Pour chaque mot. Mais, attention, chaque mitzvah a un Yetzirara. Par exemple, la mida, il y a un Yetzirara de se déconcentrer, puisque la mitzvah, c'est de se concentrer. Le travail, il y a une mitzvah de voler, puisque la mitzvah, c'est d'être honnête. D'accord? Donc, chaque mitzvah, les Yetzirara. Maintenant, puisque chaque mot de Torah compte 613 mitzvot, donc, chaque mot de Torah, il y a 613 Yetzirara. Je suis fatigué, j'aime pas ce style, j'aime pas le rave, c'est de l'hébreu, c'est de l'araméen, j'ai pas la tête, j'ai pas grandi là-dedans, c'est trop dur, à quoi ça sert, ça me prend la tête, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai pas mangé, j'ai les nerfs, j'ai mal au derrière. 613. 613 samouraïs qui t'empêchent de t'approcher de ta Gemara. C'est pour ça que le mérite, il est extraordinaire. Donc moi, je vous conseille, oui, étant donné que vous avez la chance d'être encadré par un rave qui est Talmid Chacham, c'est pas évident. Il y a des rabbins, malheureusement, qui ont été formés au séminaire de Sherwood, là où on a formé les rabbins des bois, ouais. Et des fois, ils sont aussi ignorants que leur public. Mais quelqu'un qui a bien étudié la Torah et qui a bien étudié la Lacha, dans un collège spécialisé à la Lacha, que même moi, je ne l'ai pas fait, ouais. Il est là, il est jeune, il est dispo, parce que s'il était vieux, c'est compliqué à ravager, c'est difficile à gérer, ouais. Mais il est jeune, il est disponible, il est prêt à vous enseigner, il est plein de pêche, il est plein d'envie. Moi, je vous conseille, d'accord, de l'entourer, de profiter, de le presser comme un citron. Et quand il vous donne des activités, venez, développez, construisez, aidez-le, soyez ses bras et ses oreilles et sa bouche pour amener le monde et pour travailler avec lui. Ben pourquoi? Parce que cette Torah-là, sachez que la Torah émette, elle est difficile à trouver. Il y a tellement de lourdeur. Moi, si je vois le nombre, voilà, je suis en train de parler là, et je sais que sur le Facebook, il y a plein de non-juifs, même des musulmans, qui écoutent les cours. Les gens, ils cherchent. Mais vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez dedans.
Vous êtes né dans ce village là-bas. Ouais. Vous avez la possibilité de vous en sortir parce que vous avez la potion magique. Alors ne vous conduisez pas comme des chiens sous prétexte que vous avez une idée fixe. C'est pas grave. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle. Elle vient de sortir, c'est le srout de la synagogue. D'accord. En tout cas, vous avez compris que pour aller au bout de ses rêves, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Mon Rav, vous nous avez bien excité et bien déprimé, mais vous n'avez pas donné les moyens. Alors voilà ce que je vais faire. J'ai un programme. Moi, j'en ai plusieurs des programmes, mais j'ai un programme, si vous voulez, avec des cours et avec une méthode. Cette méthode, en fait, c'est comme une espèce d'accélérateur de maturité. C'est que je donne à des gens qui ont besoin de développer le respect d'eux-mêmes, la confiance en eux-mêmes, savoir se connaître, être bien dans sa peau, être heureux, être joyeux. Maintenant, moi, je ne peux pas vous faire ça en un cours. Lui, le Rav, il avait un grand projet, mais c'est trop. 2 heures, c'est rien. C'est juste un appel d'offres. C'est pour dire bonjour. Les gens, ils viennent tous les mardis soirs pendant des années, des psychologues, des gens de très haut niveau, des professeurs. Ils me disent, rien, mais t'es fou de croire que ce que tu dis, c'est normal. C'est pas normal, ça prend des années. Donc les gens qui veulent, parce que les cours en eux-mêmes, en fait, ils fonctionnent comme des séances de comportementalisme. D'accord? Et moi, je connais les cours et je connais l'impact des cours. Ceux qui veulent, je vais envoyer un programme au Rav, je vais lui envoyer par Internet. Il y aura des documents à imprimer et il y aura des cours. Les cours, vous les téléchargez, c'est un lien WeTransfer, et vous avez un programme. Vous en avez pour un mois, 2 mois de travail. Mais ces 2 mois-là, ils vont vous donner un accélérateur de maturité incroyable. Oui, pourquoi? Parce qu'encore une fois, là, je vous ai montré une belle photo, mais je ne vous ai pas dit comment y aller. Et c'est normal, parce que comment y aller, vous savez, on met des années à apprendre, après on met des années à comprendre ce qu'on sait, et après on met des années à devenir ce qu'on a compris. Donc celui qui croit qu'à la fin du cours, il est devenu quelqu'un d'autre, halom tov, halom shalom. Mais qu'à la fin du cours, il a envie de devenir quelqu'un d'autre, ça c'est possible. Ça c'est bien, c'est possible. On peut le faire ça. Ouais. Donc ceux que ça intéresse, c'est gratuit. Vous donnerez. Moi je ne peux pas vous envoyer un email à chacun. Donc je vais l'envoyer au Rav. Celui qui veut, il donne son email au Rav et le Rav il vous l'envoie. De toute façon, tu as leur email déjà? Ceux qui veulent, vous donnez vos emails, d'accord? Et le Rav il vous envoie le programme. Et là vous êtes bien pendant l'été. Vous le faites tranquillement, c'est détente. Il y a tout à expliquer, n'ayez pas peur. Vous le faites bien. Et bien, je peux vous dire que j'ai des psychologues qui m'appellent, ils me disent comment tu arrives à faire en 3 mois ce que nous, on n'arrive pas à faire en 10 ans. Je dis parce que moi, ma piscine est déjà payée. D'accord. Donc, alors, en tout cas, je suis très très content de ce cours. Je vous souhaite beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de bonheur. La slachat dans tous vos projets, dans tous vos examens, que vous trouviez la bonne personne pour vous marier au plus tôt. J'en ai marre d'attendre. Et qu'une bonne santé pour vos familles, une bonne parnassa pour vos parents, et une personne qui supporte votre caractère pourri. Non, je rigole. Amen, il a dit. Et qu'on soit réunis, Bezrat Hashem, que dans des joies. Hazak Obaho. Mazal Tov.